Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Nico Williams se rapproche du Barça et puis on va voir donc dans cette vidéo un petit peu comment Flick va pouvoir gérer tout ça. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Alors c'est un petit peu le casse-tête qui s'annonce, le casse-tête ou la bénédiction on va dire, parce que d'un côté en fait Flick va devoir gérer un effectif qui est beaucoup plus complet que la saison dernière, donc j'imagine que pour lui c'est pas vraiment un casse-tête, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un coach surtout qui entraîne le Barça se veut de tout gagner, a envie de tout gagner, tous les trophées possibles, et pour ça il faut avoir un effectif assez complet et non pas un effectif plutôt restreint on va dire, avoir des obligations de faire jouer tout le temps les mêmes joueurs, qu'ils se blessent, qu'ils soient fatigués, puis en fin de saison tu passes à côté de certains trophées parce que les joueurs sont peut-être un peu fatigués. Voilà, la saison dernière, là on va se concentrer surtout sur l'attaque. La saison dernière, il y avait des joueurs de banc qui n'étaient pas forcément exceptionnels, mis à part Ferran Torres qui remplissait bien son rôle de doublure, de joker, on va dire de luxe, enfin de luxe, pas vraiment, mais joker tout court, super sub, qui rentrait souvent et qui était décisif quand il rentrait. Là, cette saison, ça va être un petit peu différent, on aura beaucoup plus de choix. Donc qui sera le joker de lutte cette fois-ci? Parce qu'on le sait, si Nico Williams arrive, eh bien il y aura Rafinha normalement qui la saison dernière en tout cas joué à ce poste-là et fait aussi la meilleure saison de sa vie en termes de stats, tout ça. Il y a Lewandowski aussi qui est un petit peu vieillissant, qui est le seul pur, on va dire, neuf de ton équipe, même si Ferran Torres est doublure, tout ça. C'est pas comme Robert. Robert, au niveau de l'expérience, tout ça, c'est un pur neuf, mais ça approche un petit peu plus de la fin de sa carrière. On a vu la saison dernière, encore une fois, un bon début de saison et une fin de saison un peu plus compliquée, disons, un petit peu moins efficace et tout ça. Et puis à droite, on a Lamine Yamal, le jeune bambin qui va encore passer peut-être une étape encore de la saison prochaine, va se rapprocher un petit peu plus peut-être du but, en tout cas va être encore un peu plus efficace dans les statistiques. On n'en sait rien pour l'instant, c'est un excellent dribbleur monumental, un excellent créateur d'occasion, à voir s'il est un peu plus efficace devant le but la saison prochaine. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça fait beaucoup de joueurs pour peu de place, on va dire. Et vous avez dû voir l'info, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aussi aujourd'hui, faire une petite vidéo spécialement sur ça. C'est que selon les infos de Mundo Deportivo, apparemment Flick, si on fait venir Nico, il va le faire jouer à gauche. On sait, hein, on va parler un petit peu des postes, des rôles, des positions, tout ça. Mais Nico Williams, c'est un pur ailier gauche quand même s'il peut jouer à droite. Il est installé sur la gauche avec du Bilbao depuis un certain temps, donc c'est, on va dire, un pur ailier gauche. Et on a Lamine Yamal qui est, on va dire, un pur ailier droit, en tout cas qui jouera à ce poste-là, même si dans le futur on verra comment il évolue, mais en tout cas, voilà, c'est l'aile droite c'est pour Lamine, l'aile gauche c'est pour Nico Williams. Et je vous dis, l'aile gauche c'est pour Nico Williams parce que c'est un peu le seul poste où il peut jouer, on va dire. C'est vraiment son poste-là. Alors que Rafinha, on sait qu'il est un petit peu plus polyvalent, on va dire. Lewandowski, numéro 9, Ferran Torres, c'est normalement la doublure de Lewandowski, on sait qu'il peut dépanner à gauche, à droite selon comment on joue, mais Ferran Torres, la plupart du temps, la saison dernière, il a joué dans l'axe et non pas sur les côtés. Au contraire d'un Rafinha qui par moment a dépanné, surtout en début de saison avant qu'on puisse enregistrer Olmo. Ensuite c'est quasiment plus arrivé d'ailleurs, petite précision, mais Rafinha en tout cas a souvent joué dans l'axe. Et puis en plus de ça, Rafinha quand il jouait ailier gauche, ça c'est le poste, on va parler un petit peu des postes, tout ça, comme je l'ai dit, parce qu'il y en a, c'est vrai, des fois dans mes vidéos je dis, voilà, ça m'est arrivé de dire Rafinha est l'ailier gauche de l'équipe et on m'a dit n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, Rafinha n'est pas du tout ailier puisqu'il est dans l'axe. Et oui, par surprise, ce n'est pas un baby-foot. Je sais que c'est peut-être surprenant pour certains, mais vous savez, dans les baby-foot, vous bougez les joueurs et ils font juste ça. Et ils restent tout le temps à leur position la plupart du temps. Et non, là, dans le football, les joueurs peuvent changer de position, en tout cas évoluer dans certaines zones, même s'ils sont à leur poste qui est ailier gauche, ils peuvent être dans une position plus axiale. C'est ce qu'on appelle un ailier inversé ou un ailier axial. Donc Rafinha, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il partait de l'aile gauche, pas tout le temps, mais des fois il partait de l'aile gauche pour rentrer dans le demi-espace gauche et attaquer cette zone-là dans la profondeur ou par moment venir en soutien. Et Baldé, donc, qui est latéral gauche, se retrouvait dans la zone de l'ailier gauche, un ailier gauche pur qui collait la ligne. Bon, c'est pas nouveau non plus pour certains, c'est vrai que c'est juste évident, parce que c'est comme ça que quand on regarde le match, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, on voit un peu les joueurs où est-ce qu'ils bougent, et ce qu'on voit surtout, c'est que Rafinha, c'est un électron libre, un joueur qui bouge de partout, qui a eu une immense liberté la saison passée là sous Flick. Flick lui a donné un petit peu cette liberté là, lui a dit bon voilà, t'es
sur l'aile, mais vas-y, fais-toi plaisir. Et on a vu souvent beaucoup de liberté de la part de Raphinha qui bougeait, même qui se retrouvait par moments à droite, et ça n'empêchait pas les joueurs, donc par exemple Dani Olmo qui se retrouvait plus à droite, d'évoluer, d'aller plutôt dans la zone de Raphinha, du coup d'échanger un petit peu leur position. Donc bref, ça c'est pour poser un petit peu le contexte, poser la base. Il y a certains postes où évoluent les joueurs, par exemple si Dani Olmo va jouer en 9, il jouera dans ce rôle de faux 9, parce que le poste c'est numéro 9, ton rôle c'est plutôt faux 9, et qui dit faux 9, tu évolues dans une certaine zone, dans une certaine position, et tu as un rôle différent. Le 9, on va dire, va devoir attaquer la surface, être présent devant les buts, peut-être mettre des buts de la tête, tout ça, avoir du poids dans la surface. Le faux 9, il va plus avoir un rôle différent de meneur de jeu, très avancé, on va dire, une sorte de numéro 10 qui va faire jouer ses coéquipiers, qui va venir en soutien et participer à la construction du jeu, tu vois. Pourtant ça restera un 9, on va dire, mais on appelle ça faux 9 parce que il évolue dans une zone différente. Donc là, ne pas confondre les postes, les rôles, les positions et tutti quanti. Donc maintenant que c'est dit, souvent cette saison, c'est vrai que ça a été souvent dit que Olmo jouait 10, et vous le savez, ça n'a pas forcément été le cas parce qu'il évoluait pas vraiment dans cette zone du 10. Maintenant il y en a qui vont te dire du coup il évolue en 10, mais plutôt pas dans son poste, mais plutôt dans son rôle, c'est-à-dire il avait plus un rôle de meneur de jeu avancé qui pouvait attaquer la surface, ce milieu offensif qui est donc plus tourné vers l'attaque que vraiment la construction du jeu, comme par exemple peut le faire Pedri ou Frenkie de Jong. En début de saison, on l'a vu, on a joué, on a beaucoup joué quand il y avait Bernal au début, tout ça, qui n'avait pas encore Frenkie, même c'est arrivé avec Frenkie plus tard, mais bref, on a joué en 4-3-3, on jouait avec un 4-3-3 avec un 6 en point de basse, et ça c'était assez étonnant parce que même dès la pré-saison, c'est arrivé, parce que justement on se disait Flick va jouer comme avec son Bayern, c'est-à-dire qu'on va jouer avec un double pivot et un numéro 10, vraiment une sorte de 10 pur ou deuxième attaquant, deux ailiers et un attaquant de pointe, tu vois. C'est-à-dire Lewandowski, quand il était au Bayern, il était en 9, même s'il dézonnait beaucoup, et il y avait Thomas Müller, sorte de numéro 10 faux 9, tu vois, qui était comme un deuxième attaquant qui tournait autour de Lewandowski, et quand Lewandowski dézonnait, c'est Thomas Müller qui allait dans la surface. Et il avait un double pivot d'ailleurs qui était peut-être Kimmich et Thiago Alcantara, qui n'étaient pas forcément des purs pivots, des purs milieux défensifs, c'était quand même des milieux assez créateurs, qui avaient plus de qualité offensive que défensive d'ailleurs. Donc c'était une équipe quand même tournée vraiment vers l'offensive. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais plus si j'ai fini ma phrase, mais Mundo Deportivo, ils ont dit que voilà, Nico Williams allait jouer à gauche, que Lamine allait jouer à droite, mais que Flick, en fait, peu importe si Nico il vient, il a pas envie de retirer Raphinha du 11, ce qui veut dire qu'il y a changement de poste. Concrètement, après, si l'info est vraie, évidemment, parce qu'on a souvent des rumeurs, voilà. Mais si l'info est vraie, eh bien, ça voudrait dire que Raphinha va changer de position. Donc il jouerait soit en 9, soit en 10, c'est-à-dire milieu plus offensif, disons. Et l'info va même plus loin, plus détaillée, c'est-à-dire qu'on jouerait avec Raphinha en 10 et Olmo faux 9. Donc forcément, jouer avec un 10 et un faux 9, ça serait quand même assez étonnant, car ils évoluent plutôt dans la même zone. Si on parle évidemment de 10 qui plutôt dans la position du 10 plutôt que vraiment dans son rôle sur le terrain. Donc ça, je trouve ça assez étonnant, sachant que mais ça peut se comprendre. On va rentrer un petit peu plus après dans le détail tactique et ce qui peut se passer dans les mouvements des joueurs, mais ça serait étonnant qu'un milieu de terrain joue en attaque et qu'un attaquant joue au milieu de terrain, tu vois, tu inverses ça en soi. Mais donc à première vue ça pourrait paraître assez étonnant, et au final quand même, quand on y réfléchit un petit peu, ça pourrait être très complémentaire, parce que si Raphinha doit jouer au milieu, pour moi c'est forcément avec Dani Olmo en faux 9 en fait. Je m'explique, parce que justement si Raphinha joue au milieu, Raphinha n'est pas vraiment un milieu de terrain, n'a pas la qualité d'un 10, c'est-à-dire d'un meneur de jeu. C'est pas un joueur comme ça, Raphinha, c'est un joueur, sa qualité première, quand je vous dis, si je vous pose la question, Raphinha, sa qualité première c'est quoi? Quelle est sa plus grande qualité, Raphinha? Est-ce que vous allez me dire sa plus grande qualité c'est sa vista, c'est quand il revient et qu'il fait le jeu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sa qualité première, ça va être les appels de balle, les appels dans la profondeur, sa qualité de timing, sa qualité dans les appels de balle. Ça va être aussi sa hargne, le fait qu'il court beaucoup à haute vitesse, que ça soit avec ou sans ballon, mais en tout cas dans le pressing, disons, en phase défensive, il va faire un gros pressing, et quand on a le ballon, il va faire beaucoup d'appels dans la profondeur. Donc avoir un milieu de terrain créateur, un meneur de jeu qui fait tout le temps les appels et qui est pas vraiment là pour créer le jeu, à première vue ça peut paraître un petit peu bizarre. C'est pour ça que je vous dis que Raphinha 10, en tout cas au milieu de terrain, c'est plutôt pas mal si
Dani Olmo est en faux neuf parce que le faux neuf va justement revenir un petit peu au milieu pour participer à la création du jeu. Ce qui fait que si Rafinha n'est pas là, entre guillemets évidemment, mais si Rafinha a tendance à faire des appels, et bien si Dani Olmo vient à sa place créer le jeu, tu vois qu'il y a un échange de position entre Olmo et Rafinha, bah à ce moment-là ça peut être un petit peu intéressant. Donc là c'est bien beau, je suis en train de parler, vous avez peut-être pas les images en tête, donc on va, je vais vous montrer directement. On va voir un petit tactical board, on va se régaler. Voilà, là je pense que vous voyez un petit peu mieux l'idée déjà. Donc on a la défense classique, on va dire Baldé, Nico, Kouarsi, le Jules, De Jong en 6, Pedri et Rafinha qui sont plutôt relayeurs, hein, parce que quand on parle de 10, bref j'y viens après. Nico Williams ailier, Dani Olmo en faux neuf et Lamine Yamal ailier droit. Donc la saison dernière on avait ici Lewandowski, on va mettre Lewandowski, hop la godasse, Lewando. Là, on avait Rafinha, on va enlever Nico, et on avait Dani Olmo ici. Donc on joue un petit peu plus comme ça avec un double pivot, sauf que Dani, ici, pouvait être un petit peu électron libre à la construction, mais la plupart du temps, il évoluait dans cette zone-là, dans le demi-espace droit, tout simplement, proche de la mine, tout ça. Rafinha n'était pas un pur ailier gauche, il rentrait dans l'axe, dans le demi-espace gauche. Donc on avait une sorte de milieu à 4, je vais oser dire ça, désolé les gars, mais disons qu'on avait une sorte de carré comme ça, avec Lewandowski qui redescendait un petit peu trop souvent, des fois ici, des fois là-bas, bref, numéro 9, et Baldé donc prenait le couloir ici. Donc on s'en fout un petit peu de l'équipe adverse, j'ai posé un 4-4-2 histoire de montrer un petit peu, vous pouvez presser comme ça, mais on s'en fout un petit peu, là pour l'instant, ce qui importe c'est le Barça. Donc Baldé qui était ailier, qui étirait un petit peu cette équipe adverse, avec Lamine de l'autre côté, Dani demi-espace droit et Rafinha demi-espace gauche. C'est pour ça que quand on disait souvent Dani Olmo 10, bah oui, c'est un rôle de milieu de terrain le plus offensif possible, entre Pedri, Frenkie et Dani Olmo, évidemment. Mais après, il évoluait pas forcément dans la zone du 10. Ça, la zone du 10, ça existe plus trop. De toute façon, des purs numéro 10 qui évoluent dans cette zone, ils sont meneurs de jeu. Dans le football moderne, c'est plus trop ça. Il y a souvent des joueurs qui essaient de jouer dans un maximum de zones, et les zones, il y a beaucoup les zones du demi-espace, droit ou gauche, sont très importantes. C'est très important pour les joueurs justement d'évoluer dans ces zones-là. Ça peut être très dangereux entre justement le latéral et le défenseur. Ici, central, d'avoir un joueur ici pour étirer la défense et d'avoir un peu plus de place dans l'axe, c'est fondamental. Bref, on retourne un petit peu à nos moutons. On va enlever ici, hop. Donc ici, sur le principe, comme je vous l'ai montré, Dani Olmo, il évoluait pas forcément en pur 10. Si Rafinha, il évolue comme ça et qu'on a un double pivot, qu'il évolue dans cette zone de 10, eh bien Dani Olmo, ici, il sera dans la même zone, tu vois. Donc après, évidemment, ils peuvent s'échanger, ils peuvent tourner, virer, et on aurait plus une sorte de... On va rajouter Nico, je l'ai oublié. On aurait plus presque un 4-2-4, tu vois. Très offensif. Et du coup, ça serait pas forcément un 4-3-3 ni un 4-2-3-1. Ça serait un truc très offensif avec 4 attaquants, ou en tout cas 4 joueurs offensifs, même si Dani Olmo n'est pas forcément considéré comme un attaquant, c'est plus un milieu de terrain mais très offensif, disons. Voilà, ça serait comme ça. Bref, on replace un petit peu les joueurs. Donc, sur le papier, avec Olmo en faux neuf et De Jong, pour moi, qui serait seul en 6. Ou alors ça peut être Bernal, ça peut être Casado, on a le choix, mais en soi je pense que De Jong partira titulaire, ça me paraît assez logique. Pedri aussi intouchable, Nico Williams donc à gauche, qui est plus comme Rafinha à jouer dans le demi-espace, mais qui est un pur ailier. Ça peut changer beaucoup de choses pour Baldé, et donc pour l'animation aussi. Parce qu'évidemment, si Nico n'a plus tendance à jouer là et Baldé là, même s'ils peuvent le faire, hein, Nico Williams, il a tendance à rentrer dans l'axe. Et le latéral, il faut qu'il déborde pour venir un peu libérer l'espace pour Nico. Mais il a tendance aussi à déborder et à centrer. C'est plus un pur ailier qui colle la ligne plutôt vraiment un joueur d'axe comme Rafinha. Donc comme je le disais tout à l'heure, le manque peut-être de créativité, de ce manque de qualité qu'un milieu de terrain doit avoir pour créer, pour participer au jeu, pour construire les actions de la part de Rafinha, ça peut être compensé un petit peu par le fait qu'Olmo soit en faux neuf. Parce que quand on a le ballon ici en défense, bon, on va pas faire le pressing et tout, flemme. Voilà, jeu de position, tac, Pedri, et qui va toucher De Jong ici, qui est seul face au jeu. C'est cool. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a Pedri qui va être pris par le MC. De Jong qui est complètement libre, le buteur qui revient sur lui. Rafinha qui est un petit peu pris aussi. Donc le MC, qu'est-ce qu'il fait ? Il va falloir que quelqu'un bloque De Jong qui va avancer. Donc peut-être que le MC là, il ira sur De Jong. Et que Rafinha, peut-être, il sera libre. Ou alors, le MC, là, il est sur Rafinha encore. Dani Olmo vient ici. Qu'est-ce que ça fait ? Si Nico rentre un petit peu dans l'axe, le défenseur, là, il est un petit peu entre deux chaises. Il ne sait pas s'il doit sortir sur un peu Dani Olmo avancé. Ou alors, rester un petit peu dans l'axe et bloquer avec le latéral Nico. Et Baldé, qui prend le couloir ici, qui est suivi par son MD. Mais le problème, c'est que le MD, il court pas assez vite pour Baldé. Tu m'as compris. Donc là, ce qui se passe, c'est que le DC, peut-être, il va vouloir sortir sur Dani Olmo. Et donc, à ce moment-là, Rafinha, qu'est-ce qui se passe ? Il part dans le dos.
créneau. Et là, on peut avoir une passe de Jong et Dani Olmo qui vient ici en faux neuf et qui rapidement fait une déviation pour Rafinha ici. Et but, Rafinha lucarne opposée. Voilà, c'est très facile le football. Mais ce que j'essaie de vous montrer là, ici, c'est pas forcément des phases de jeu non plus, des tactiques de fou, mais justement des options. Des options d'animation et de comment ça pourrait se passer avec Dani Olmo en faux neuf et Rafinha au milieu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que ça soit Dani Olmo qui soit en faux neuf, il va venir pouvoir participer au jeu assez facilement. Il l'a déjà fait par séquence cette saison, par moment quand il a joué à ce poste, même si ça n'a pas été très souvent. Et le fait que Rafinha joue au milieu, eh bien c'est une qualité en plus offensive, ça fait qu'il y a un milieu de terrain qui peut faire des appels de plus loin. On sait que la qualité première de Rafinha, c'est ses appels, donc là, il pourrait partir d'encore plus loin et de profiter un petit peu des trous que peut laisser Dani Olmo en revenant un petit peu. S'il fait sortir un petit peu cette défense-là, Rafinha peut partir faire des appels intéressants dans le dos, sachant que Lamine Yamal aussi peut faire les appels ici. Par exemple, si Lamine Yamal ici, si Dani Olmo il vient et qu'il attire un petit peu ce défenseur, Lamine peut faire un appel ici, le latéral va faire ça et Rafinha il peut décaler dans le couloir, tu vois, et être libre. Tu vois, laisser un petit peu d'espace aussi. Jules qui vient là. Bref, en fait, il y a plein de possibilités. Et c'est ça que je vais essayer de souligner dans cette vidéo. C'est pas forcément une tactique en particulier, celle-là, je vais pas vous dire celle-là elle est meilleure que l'autre, celle-là machin. C'est surtout que ça vous offre énormément de possibilités. Donc beaucoup de liberté donnée à Dani Olmo en faux neuf, une sorte d'électron libre, et beaucoup de liberté donnée à Rafinha aussi, qui serait le deuxième électron libre, qui était déjà électron libre quand il était ailier, et je vois pas pourquoi ça serait différent s'il joue au milieu. Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'en termes d'équilibre, ça peut déséquilibrer un peu cette équipe qui paraissait déjà un petit peu déséquilibrée la saison dernière. Dans les transitions, c'est vrai que ça pouvait, par moments, on pouvait encaisser tout ça. Et c'est là que je vais parler un petit peu de Baldé aussi et de son rôle qui va probablement changer. C'est que le fait qu'on a un pur ailier comme Nico Williams, ça, je dis pas que Baldé sera beaucoup moins offensif, peut-être qu'il sera tout aussi offensif, mais peut-être de manière différente dans ses appels, mais il sera pas forcément positionné déjà très haut, ce qui est par moment le cas quand Rafinha évoluait dans cette zone et que Baldé montait, et ben Baldé souvent était très haut, alors que là il sera pas forcément obligatoirement haut. Si Nico va provoquer le latéral, essayer de déborder tout ça, bah peut-être que Pedri viendra dans cette zone, tu vois, ou alors Dani Olmo, tu vois. Et que Rafinha du coup il ira dans la zone là et que De Jong viendra là, on s'en fout du ballon. Mais donc Dani Olmo viendra en soutien pour Nico Williams et Baldé sera pas obligé de monter ici. Et peut-être que vu que Dani Olmo vient ici en soutien, bah Rafinha il attaquera cette zone. Et que Nico Williams il fera un centre, hop, tête de Rafinha, but. C'est magnifique le football. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais on perd la balle et qu'il y a une contre-attaque, eh bien le fait que Lamine Yamal soit ailier, on va dire seul, et que, enfin pur ailier, Koundé il est moins, on sait qu'il est moins offensif, même s'il vient souvent aider pour libérer Lamine, mais quand Lamine a le ballon, si Lamine n'a pas le ballon, on n'est pas obligé de faire monter les latéraux, on va dire, très très haut sur le terrain, genre à ce poste-là, là, presque ailier, tu vois. C'est pas une obligation. Ce qui fait que si on perd la balle et que défensivement on subit un contre, bah on aura Pedri et De Jong qui généralement sont, on va dire, les milieux les moins hauts sur le terrain, et on aura Baldé et Koundé, bon les deux défenseurs centraux forcément qui seront à ce niveau-là, mais on aura les latéraux qui seront pas aussi hauts. En tout cas Baldé il aura moins de distance à parcourir pour revenir défendre, donc on sera peut-être moins sujet à des contres, enfin il y aura moins de danger quoi, tout simplement sur notre défense, et Baldé n'aura pas à redescendre de cette zone-là jusqu'à là. Peut-être qu'il sera là, tu vois, en soutien de Nico, tu vois, mais il aura pas besoin, il va dédoubler tout ça, je dis pas, hein, mais je pense qu'il aura moins besoin de venir vraiment constamment déborder, d'être lui ailier. Lui, parce que d'habitude, en fait, il serait au poste de Nico. Donc, si une contre-attaque, ici, ce qu'on voyait souvent, c'était que l'ailier, il était un peu seul, et que Pedri essayait de revenir, et qu'Inigo venait là. Et qu'on avait De Jong qui prenait la place d'Inigo, limite. Et ça, c'était souvent, on était vraiment dans les contre-attaques, on était sur du 1v1 et c'était assez dangereux. Donc là, le fait que Nico déborde, Baldé n'aura plus autant besoin de le faire, et du coup, on aura peut-être un petit peu cette compensation au niveau de l'équilibre. Parce que là, on sait que Rafinha, en jouant au milieu de terrain, bah, il y aura moins d'équilibre, on va dire, dans l'équipe, il y aura plus d'offensif que de défensif. Donc si Baldé reste un peu plus bas, peut-être que ça pourra un poil équilibrer tout ça, quoi. En phase défensive, vous le savez, on défend généralement en 4-4-2.
ou alors vraiment comme ça quoi. Souvent ce qu'on avait c'était que Dani Olmo venait presser aux côtés de Lewandowski. Donc là on aurait une défense plus ou moins en 4-4-2 comme ça, avec Dani Olmo et Rafinha ici et le double pivot comme ça. Donc ça changerait pas grand chose. Rafinha qui viendrait presser les défenseurs aussi. On sait que sans ballon Rafinha c'est un très gros travailleur aussi, et s'il jouait à ce poste de milieu, on sait que le milieu le plus offensif généralement il vient avec l'attaquant pressé. Il pourrait être assez dangereux pour les défenses adverses parce que en termes de pressing il est dangereux. Ça pourra empêcher disons les défenseurs de prendre leur temps pour relancer. Ça c'est le côté positif. Maintenant on va vite fait voir un petit peu comment on peut faire autrement aussi. Si jamais on mettait Rafinha en faux neuf, si jamais ça se passait comme ça, si jamais Rafinha, au lieu de jouer à ce poste de milieu de terrain, il jouait en faux neuf, pour moi, ça pourrait être pas mal de mettre Diaby au milieu. Rafinha aurait beaucoup de liberté offensive, beaucoup de liberté sur le terrain, électron libre, tout ça. Il pourrait attaquer la zone sans problème, mais il pourrait aussi vraiment dézoner un maximum et participer aussi au jeu. Il a quand même, pour moi, de plus grande qualité pour participer au jeu qu'un Lewandowski, par exemple. Il y a aussi Fermin qui peut venir à la place de Diaby et qui pourrait être dans le rôle un petit peu de Rafinha, ou même Olmo, hein, évidemment, et qui pourrait attaquer la zone si Rafinha vient un petit peu dézoner. Ok, mais bon, je partirais plus avec Diaby de base. Avoir un milieu comme ça qui un petit peu tout terrain. On sait que Rafinha il est tout terrain, et on sait que Diaby il aide pas mal aussi dans le pressing. Il a une grosse activité. Donc avoir des milieux un peu plus créateurs, on va dire, comme De Jong et Pedri qui participent vachement à la construction du jeu, et un Gavi qui peut participer à la création du jeu mais qui est plus un milieu plus tout terrain. Tu vois, il a des qualités offensives un petit peu sous-estimées, mais il a aussi beaucoup de qualités défensives dans le pressing, dans son agressivité, tout ça. Donc ça pourrait être pas mal aussi comme ça. Gavi, il a souvent changé de poste. Il a joué ailier droit, ailier gauche intérieur. Il a joué dans le double pivot. Il a joué 6 la saison dernière aussi par moment. Donc bon, moi je pense que son poste idéal c'est vraiment milieu relayeur dans cette zone-là, enfin dans cette animation en 4-3-3 avec un 6 en point de basse. Ici Gavi relayeur. Pour moi c'est son poste idéal, disons. Autre chose aussi, on peut jouer avec Rafinha vraiment en pur neuf. Je vais pas vous mettre Lewandowski en neuf parce que ça c'est ce qu'on a vu la saison dernière, donc il y aurait pas vraiment de, ça serait pas, c'est quelque chose qu'on a déjà vu quoi, c'est ça que je veux dire. Et donc Dani Olmo, une sorte de 10. Si vous voulez vraiment un 10, à ce moment-là, on peut jouer une sorte de double pivot comme ça avec Dani Olmo qui évolue évidemment dans toute cette zone-là, et Rafinha vraiment en pur neuf qui fait les appels, qui attaque, qui par moment comme Lewandowski peut venir chercher les ballons si c'est compliqué évidemment, quand c'est des fois il manque de solutions. On va avoir Rafinha qui va redescendre un petit peu, se proposer, bref, ça va bouger un peu, mais plus Rafinha qui est plus concentré vraiment dans un rôle de finisseur dans la surface, tout ça. On sait que Rafinha cette saison, enfin la saison passée, il a marqué pas mal de buts, il a été très important dans la finition, la création d'occasion, tout ça, mais proche de la surface. Donc s'il joue neuf, il se rapprochera encore plus de la surface évidemment. À voir s'il se débrouille bien, plutôt que, parce que on sait que Rafinha, sa spécialité comme j'ai dit tout à l'heure c'est les appels, donc si t'es pur neuf déjà à faire des appels, peut-être que ça sera moins efficace pour lui. Peut-être que si il part du demi-espace et qu'il fait justement les appels, c'est mieux pour lui parce qu'il est un peu plus, il attaque la zone plutôt qu'il y est déjà, c'est ça que je veux dire. Même si le neuf bouge, il est pas obligé il va pas faire des appels à partir du point de pénalty, je le sais bien, mais vous voyez ce que je veux dire, s'il part de plus loin ça peut être intéressant pour lui de faire les appels. C'est pour ça aussi que au milieu de terrain, s'il joue, ça peut être intéressant de faire les appels encore une fois. En pur neuf, peut-être qu'il sera moins efficace dans ses appels, mais peut-être plus efficace dans vraiment la finition. Est-ce qu'il est meilleur en finition que Robert Lewandowski? Ça, je suis pas sûr, mais je pense que Lewandowski va avoir un rôle un peu plus secondaire. C'est sa dernière saison au Barça, et je pense que Lewandowski aura plus un rôle de remplaçant de luxe. Je dis pas qu'il va partir remplaçant, ça se trouve il partira titulaire en début de saison, peut-être que Nico Williams sera sur le banc dans un premier temps, j'en sais rien. Mais Lewandowski, c'est sa dernière saison vraiment, je pense, c'est les infos qui sont sorties. Donc peut-être qu'il aura un rôle un peu moins important. Parce qu'il ne fait pas partie de l'avenir, on va dire, la saison d'après, il sera plus là, donc il faut déjà préparer la suite, disons. Voilà, j'espère que ça avait été c'est un peu plus clair, on va dire, mes explications. Je suis pas rentré trop dans les détails non plus, j'ai essayé d'un petit peu aborder un petit peu tout ce que je pouvais, tout ce à quoi j'ai pensé déjà, mais tout ce que je pouvais dire. En images, voilà, vous montrer à peu près les déplacements des joueurs, les zones dans lesquelles ils peuvent être. Maintenant, je vais vous mettre un petit graphique aussi pour appuyer un petit peu ce que j'ai dit. Vite fait, je vous ai déjà montré ces graphiques de nombreuses fois, mais on va le refaire juste pour le kiff. Donc là vous voyez que Nico Williams et Lamine Yamal, qui sont en rouge et en bleu, sont plus des profils de dribbleurs déjà dans un premier temps. Ils font beaucoup de dribbles, beaucoup de courses aussi. Des courses, là, la donnée des courses, c'est la progression de la balle au pied.
c'est pas les appels. Encore une fois, je l'avais précisé la dernière fois, je l'ai montré. Mais Rafinha, s'il a si peu de courses, c'est que c'est forcément avec ballon. Parce qu'on sait que Rafinha a tendance à plus faire de courses sans ballon qu'avec ballon. Donc là, c'est vraiment les joueurs qui portent la balle, qui font progresser la balle au pied. Donc Lamine Yamal et Nico Williams sont très proches. Nico Williams fait encore plus progresser la balle que Lamine Yamal, balle au pied. Et en termes de dribble, Lamine, il est assez injouable, mais c'est pas trop mal non plus pour Nico Williams. Ce sont des gros dribbleurs, donc des gros provocateurs dans leur couloir, et ça c'est leur qualité première. Action offensive aussi, ça c'est tout ce qui est probablement centre, passe dans la surface, création de danger concrètement. Après vous avez les passes clés, donc là Rafinha excelle avec Lamine Yamal. Les passes D aussi, on voit que Rafinha s'en sort plutôt bien évidemment, mais bon, ça il faut prendre en compte aussi le fait qu'il jouait plus ailier que vraiment pur neuf. Mais justement, Rafinha qui jouait plus ailier, même s'il jouait vachement dans l'axe, mais il n'avait pas un rôle de finisseur vraiment la saison dernière. Et pourtant, il a plutôt excellé en termes de buts. Et on voit qu'il est beaucoup plus buteur qu'un Nico Williams, par exemple, largement. Et en termes d'expected goal et expected assist, on voit qu'il excelle aussi encore plus que Lamine Yamal. Passe D, il est pas mal, tout ça. Ok. Donc pourquoi pas s'appuyer là-dessus aussi pour se dire que Rafinha pourrait encore plus marquer de buts s'il jouait vraiment dans l'axe déjà, s'il se rapprochait un peu plus de la surface. Alors, il jouait déjà de manière assez axiale dans le demi-espace, tout ça, mais par moment, il était aussi vachement dans le couloir. Il n'était pas constamment dans l'axe. Ça dépendait des matchs. Il y a des fois où il était plus écarté, des fois il était plus axial, il y a des fois où il avait plus de liberté, et d'autres moments où il était plus vraiment dans sa zone. Et pourtant, il a marqué énormément de buts. Il a été très efficace dans la finition, dans les buts. Cette saison, il a beaucoup apporté. Donc pourquoi pas avoir un rôle plus de, que ce soit faux neuf ou numéro 9, je demande à voir aussi pour Rafinha, parce que c'est un joueur qui peut marquer encore plus de buts, tout simplement. Au moment où Lewandowski prend un peu d'âge et peut-être peut pas être aussi performant tout au long de la saison, avoir un Lewandowski tout le temps frais, on va dire, qui peut rentrer et apporter direct, marquer des buts, être efficace de temps en temps aussi dans la rotation, jouer certains matchs, mais pas forcément tous les matchs titulaires indiscutables. On sait que Lewandowski joue beaucoup, tous les 3 jours il joue titulaire, il joue les 90 minutes, mais à son âge c'est normal que ça soit un peu plus compliqué de tenir le rythme tout au long de la saison. Donc avoir un Lewandowski plus dans la rotation, plus en joker de luxe, ça peut être aussi encore peut-être plus redoutable pour les adversaires, encore plus efficace pour le Barça. Il pourrait être peut-être plus utile dans ce rôle-là que vraiment titulaire indiscutable, et au bout d'un moment se fatiguer, et en fin de saison quand les matchs comptent vraiment pour les trophées, là être un petit peu moins au rendez-vous quoi. Donc vous l'avez compris, c'est un petit casse-tête, parce que oui, en termes d'ego, en termes de temps de jeu, Flick, ça va être compliqué pour lui de gérer ça. C'est son problème, c'est pas le nôtre. Nous, on est content forcément, en tant que supporter, on est très content de voir que l'équipe, elle s'étoffe petit à petit. Nico Williams, c'est loin d'être fait encore, c'est loin d'être officiel, on verra. C'est bien parti pour le moment, mais il n'y a rien de fait. Mais si c'est le cas, on aura vraiment une belle attaque, on aura de quoi faire. Et surtout, on aura beaucoup de solutions, beaucoup d'options pour le coach. Donc Flick, oui, c'est un casse-tête, il va se poser des questions. Est-ce qu'il faut mettre Lewandowski sur le banc? Est-ce que si on met pas Lewandowski sur le banc, est-ce qu'on laisse vraiment une attaque comme ça? Ou est-ce qu'on met Rafinha? Est-ce que vraiment je vais m'en passer? Ou est-ce que je fais rejouer Rafinha là où il a excellé la saison passée? Nico Williams va devoir aussi faire ses preuves et montrer qu'il est capable d'être titulaire et de déloger vraiment l'ailier gauche, que ça soit lui vraiment l'ailier gauche. Quelle animation aussi pour ça? Va falloir du coup changer, ça va forcément changer les choses. Nico Williams qui est un pur ailier, qui n'est pas vraiment un ailier intérieur, donc du coup ça va changer un peu les appels, les mouvements autour de lui. Donc il va falloir s'adapter. Comme je l'ai déjà dit, j'ai très hâte d'analyser tout ça, de voir tout ça rien qu'en pré-saison déjà, voir comment ça va se passer et puis en début de saison. Donc oui, c'est un casse-tête, mais aussi c'est une bénédiction pour Flick. Parce que pendant ces dernières années, on n'a pas eu beaucoup de choix, on va dire. On a eu par moments des équipes où on se posait les questions si on allait mettre Luc de Jong ou si on allait mettre Memphis en attaque. Là, on se pose des questions, savoir si on met Lewandowski, Ferran Torres, Rafinha, Dani Olmo faux neuf. Est-ce qu'on met Rafinha ou Nico Williams à gauche? On a Lamine Yamal à droite. On a ce qu'il faut aussi au milieu de terrain. Est-ce qu'on met Pedri? On a Dani Olmo, Fermin, Gavi, De Jong, Casado, Bernal qui vont revenir. Il y a de quoi faire.
Alors évidemment, là où on se pose un petit peu des questions, c'est en défense. On vient de signer un gardien aussi. Donc maintenant, c'est plutôt des problèmes de riches. Donc on va pas se plaindre, nous, en tant que supporters, loin de là. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra... ça va être peut-être difficile à gérer pour Flick. Il va falloir donner un peu du temps de jeu à tout le monde, mais il a des options. Il a un nombre d'options, je vais pas dire illimité, mais il a vraiment de quoi faire. Et il va pouvoir nous concocter quelque chose de plutôt délicieux, je pense. Attention au Barça cette saison, parce que ça peut faire mal. Attention au Barça au niveau de l'équilibre. Il peut y avoir une équipe qui est totalement déséquilibrée et ça peut faire très mal. Mais si c'est le cas, Flick il va s'adapter et il va faire peut-être machine arrière et il va essayer de rééquilibrer l'équipe et de la mettre moins offensive. Si l'équipe elle est très offensive, mais on arrive quand même à être équilibré, attention aux adversaires parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end, une bonne fin de journée. Ciao.